Donc maintenant, je vais laisser la parole à l'Odyssée des 10 qui vont nous... Ces dames, je les ai rencontrées, j'ai été les voir à Saint-Jean-Ligour parce qu'on m'avait parlé de cette association et parce que je voulais qu'elles viennent nous parler de, des 10, enfin au départ de la dyslexie, quand on a fait le premier Vacidé l'année dernière. Elles sont venues et puis je suis tombé sur ces dames, là, vous voyez, je vais les faire rougir parce que elles sont formidables, elles ont pris tout ça. Je trouve que c'est formidable quand les gens arrivent à prendre en charge un truc aussi lourd parce que la société civile, les médecins, enfin tout le monde s'y prend très très mal, quoi. Et voilà, bravo en tout cas de tout ça. Et donc j'ai voulu qu'elles viennent nous parler de ce problème des 10 parce qu'on a l'impression, nous, que c'est... Voilà, moi j'en entendais pas parler quand j'étais à l'école. Il y a des trous dans la raquette partout. Il y a des trous dans la raquette des parents qui laissent passer ça de temps en temps parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Hein, c'est pas du tout. Il y a des trous dans la raquette qui est pourtant un peu plus large de l'école, enfin de l'éducation nationale. Il y a des trous dans la raquette à plein de niveaux. Et moi, ce que j'ai appris l'année dernière quand vous êtes venus, c'est que je trouvais que, et en particulier l'après-midi, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de monde, c'est que les grands-parents, par contre, sont extrêmement attentifs. Moi, j'ai retenu ça. Et arrive à dépister des choses que l'école ou les parents n'arrivent pas éventuellement à voir. Pour beaucoup de gens, j'ai relu un petit peu là, sur la dyslexie du coup, pour beaucoup de gens dans les années 60, il y avait eu un interrogatoire, enfin un questionnaire qui avait été fait, je crois que c'était dans une gare, des gens qui attendaient le train, et il résumait ça, c'est simplement des enfants qui changent pas des lettres, mais des syllabes. C'était ça pour eux, la dyslexie, dans l'immense majorité des cas. Bon, évidemment, on se plante complètement quand on dit ça, et puis vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être là. Bon, alors bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Et grand merci à Monsieur Brun qui suit avec grand intérêt notre travail, notre association. Et il est toujours très enthousiaste, donc ça fait vraiment plaisir. Moi, je vais juste vous présenter les membres du bureau. Et puis après, on va se répartir, parce que c'est un travail d'équipe. Hein. On se répartit les tâches. Donc du coup, là, je vous prie d'excuser, on est 6 normalement dans le bureau. Alors les choses font qu'on n'est que des femmes, que des mamans et des mamies. Donc j'excuse Aurélie, donc qui est... Hein? Non, vous n'êtes pas encore maman toutes les deux. Oh, je vous souhaite de... Peut-être bientôt. Alors du coup, nos deux collègues qui ne peuvent pas venir ce soir, donc on a Christelle, notre trésorière de l'association. Donc elle, avant de devenir la trésorière de l'association, elle était maman d'un jeune qui était au collège et qui a des troubles 10. Donc elle est venue chercher de l'aide auprès de notre association et puis finalement, elle est arrivée dans le bureau. On a Aurélie, qui elle est secrétaire adjointe, donc elle fait partie des membres fondateurs de l'association. Elle a 2 enfants, un garçon et une fille, tous les deux avec des troubles 10 et chacun son petit package spécial. Et donc là on a Martine qui est ici, qui est notre vice-présidente, qui est mamie, grand-mère, mais mamie c'est mignon aussi. Grand-mère d'un petit qui a 11 ans, 12 ans, je ne sais plus quel âge, 11 ans. Et donc là, c'est pareil, le diagnostic est assez récent. Il y a pas mal de petites choses aussi, un package assez complet au niveau des troubles. Ensuite, on a Marie, dite la grande Marie, vous allez comprendre après pourquoi. Donc Marie, c'est notre secrétaire. Donc pareil, Marie est venue chercher de l'aide auprès de l'association il y a quelques années. Et puis finalement, elle n'est pas repartie de l'association. Elle est venue nous aider et renforcer l'équipe. Et donc après, on a Petite Marie. Donc Petite Marie est notre secrétaire adjointe et est arrivée dans l'association par le biais d'un stage qu'elle a fait dans le courant de ses études. Donc elle a été pendant 2 ans avec nous à nous suivre sur toutes nos manifestations. Et c'est pareil, du coup, elle est restée dans l'association. Et petite chose que j'ai oubliée, et pourtant que j'ai noté là-dessus, nos 2 maris ont elles aussi des petites choses spéciales. Et je vais finir par moi. Donc moi, c'est Céline. Moi, je suis la présidente de l'association.
Donc je fais partie des membres fondateurs de l'association. Et alors moi j'ai un package de 4 garçons, tous les 4 avec des troubles, et j'en ai un qui a pris un supplément TSA. Donc voilà, je vais laisser la parole à Martine qui va vous raconter un petit peu l'histoire de la création de notre association. À l'origine de notre association, ça a été la rencontre que j'ai faite avec une maman, donc très présente, qui particulièrement a attiré mon attention par rapport au mot 10, que je ne connaissais pas du tout. Et suite à cet entretien sur les difficultés des enfants 10, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. C'est tellement évident, donc on a effectivement créé cette association 10 qui aura bientôt 7 ans. 7 ans. Donc le but de l'association est de venir en aide à toute personne concernée de près ou de loin. Quand on dit de près, bon, alors les enfants, mais aussi l'environnement de l'enfant ou de l'adulte, parce que l'environnement est très important. Des troubles d'apprentissage. L'association vous accueille, donc le public, tout public, pour les écouter. Car nous aussi, nous sommes passés par des moments très difficiles, des moments d'incertitude, des moments de décision à prendre qui ne sont pas toujours évidentes, surtout quand on a des méconnaissances. On ne sait jamais si on a bien choisi. Et ces moments de décision à prendre sont toujours très difficiles, et à prendre seul, ce n'est pas possible. À comprendre les différences de propositions qu'on nous fait, que l'on nous soumet, les diverses possibilités. Tout ça, c'est vraiment un parcours très, très, très difficile. Le monde de 10 est trop ignoré et méconnu. Il touche quand même 8 à 10% d'enfants. C'est au moment de l'acquisition des apprentissages à l'école que se manifestent certains premiers signes de ces troubles. Ces enfants concernés vont avoir besoin de fournir plus d'efforts, plus de fatigue que les autres. Les parents, les enseignants sont souvent démunis face à ces difficultés. On le voit à chaque rendez-vous individuel. Le rôle aussi de notre association est de soutenir les parents afin d'éviter l'isolement. Et puis je voudrais rajouter un tout petit peu pour ce soir, ce moment d'échange est idéal pour sensibiliser notre public, vous et votre environnement aussi. Donc une parenthèse aussi, l'handicap au niveau de ces difficultés, c'est ce qu'on appelle aussi l'invisibilité, c'est-à-dire il ne se voit pas. Donc non, l'enfant est paresseux, l'enfant est... Voilà. Non, non. Voilà. Alors je reprends le micro, parce qu'en fait, vous allez le voir un petit peu plus tard. Les troubles 10, ça ne vient pas de nulle part. Ça peut se transmettre un petit peu. Et donc quand on parle de nos enfants, potentiellement, papa et maman ont peut-être un peu de troubles. Donc je me suis préparée, comme je vous ai dit, mon petit déroulé, et j'en ai juste oublié la moitié. Donc, je voulais vous préciser quand même que tous les membres de ce bureau qui sont concernés par les troubles 10, on est tous en fait des parents, des grands-parents, mais il n'y a aucun membre de l'association qui est professionnel de santé ou autre en lien avec les troubles. Tout ce qu'on va vous dire, nous, on essaye quand même de vérifier qu'on ne vous raconte pas de bêtises, mais en fait c'est le retour de notre quotidien pour nous, pour notre parcours, mais surtout avec nos enfants. L'idée, c'est vraiment de vous partager ça. Donc on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On a 2 absents, mais on espère qu'on va compenser quand même l'absence de nos collègues. Le moment sera agréable avec nous. Donc voilà, on espère que par rapport à notre association, en fait, le but, comme l'a dit Martine, c'est vraiment d'aider les autres. Nous, on a galéré comme pas possible pour nos enfants. La plupart d'entre nous, on a, alors à part nos 2 maris qui ont vécu ça
pour elles-mêmes par rapport à leur scolarité, mais nous, par rapport à Aurélie, Martine et moi-même, qui avons fondé l'association, le démarrage vient de notre rencontre à toutes les deux et de notre parcours avec nos enfants. Et ça a été un combat vraiment difficile, et ça date d'il y a déjà 10-15 ans, parce que nos enfants commencent à être grands. Donc le parcours évolue. Mais on s'est dit que voilà, ça serait quand même bien que par le biais de nos expériences à nous, on puisse éviter quelques petites galères aux parents qui viennent nous voir. Donc là, cette fois, je laisse la parole aux deux Marie. Alors, donc moi, je vais vous parler un petit peu de nos actions qu'on mène au sein de l'association. Pardon, je suis petite en plus. Donc principalement, on a contact avec des parents qui nous appellent pour des rendez-vous individuels. Et donc nous, on va être là pour leur donner un accompagnement le plus personnalisé possible. On organise aussi des rencontres sous forme de café, donc pour les parents, les adultes et les cafés jeunes. Donc les cafés jeunes, on va dire de manière plus ludique. Par exemple avec des jeux de société ou des échanges sur la confiance en soi. Pour les parents, ça sera plus un échange sur des situations rencontrées. Et puis pour les adultes, le dernier café, c'était aussi sous forme de jeux de société. Donc, parce que les troubles 10, on les prend, mais pour toute la vie. Donc forcément... on a organisé ces cafés bien distincts pour que tout le monde trouve sa place. On intervient aussi au sein de structures professionnelles, par exemple sur les formations de jeunes sapeurs-pompiers, aussi pour les professeurs du Conservatoire de Limoges, et puis au niveau plus institutionnel comme l'éducation nationale, et associative comme la communauté 360. Et donc du coup, on participe aussi à des événements tels que des forums santé dans un lycée agricole, forum santé à Émoutier, du coup le forum dont parlait Monsieur Brun tout à l'heure, Vacidé, où donc là sur ces forums-là, on intervient, on a un principe de stand. Et les enfants viennent vers nous et on travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi par le biais de petites cartes en mode super-héros. Prenez de la force pour pouvoir revenir à l'école avec de la confiance. Notre association est représentée à la commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée en tant que membre, mais aussi pour accompagner les parents qui auraient eu un refus au niveau de la MDPH, pour faire un retour en fait et pour pouvoir bénéficier de ce qu'ils ont pu demander dans le dossier MDPH. On accompagne ces parents devant la commission, parce que la commission, il y a une trentaine de personnes et c'est très impressionnant, et parfois les parents sont très impressionnés et vont avoir du mal à pouvoir défendre ce qu'ils ont pu écrire dans le dossier MDPH. Et donc récemment, on est en partenariat avec la FCPE et l'APEL, les deux associations de parents, les deux associations, les parents d'élèves, pardon. Et on a créé notre premier forum sur les troubles neurodéveloppementaux, où du coup ce forum, on a réussi à mettre au même endroit des orthophonistes, des orthoptistes, des psychomotriciens, différentes associations autour des troubles, des TND. On a réussi l'inspection académique, donc on a réussi, la MDPH, à convier toutes ces personnes-là, et que du coup les parents puissent trouver au même endroit tous ces professionnels, et que ce soit du coup plus facile d'avoir tous ces intervenants au même endroit. C'est plus simple pour pouvoir savoir où aller quand on a un enfant qui a des difficultés. Voilà. Ah oui, et on a également un partenariat avec la bibliothèque sonore. Alors du coup, donc là on va vous parler des troubles 10. Alors les troubles 10, le terme,
le petit mot 10, finalement, il a tendance à vouloir disparaître, puisque maintenant, on va parler... donc les troubles 10, ce sont des troubles cognitifs. Maintenant, on va parler des troubles spécifiques des apprentissages, donc des apprentissages du langage et de tout ce qui est écrit. Donc là, nous, au fur et à mesure, en fait, on essaye aussi de suivre l'actualité scientifique et d'adapter nos documents. Mais pour l'instant, on est resté sur les troubles 10. Donc c'est pour ça que vous verrez des termes qui, officiellement, maintenant vont tendre à disparaître, en fait. Donc dans tous les troubles 10 qui peuvent être connus, la plus grosse liste, en fait, c'est ça. Est-ce que dans cette liste-là, il y en a que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Quel est votre niveau de connaissance par rapport à ces troubles? Oui. Bon, a priori, la dysorthographie, ça peut vous parler quand même. Je pense que les plus connus pour vous, ça va être dysorthographie, dyslexie. La dyscalculie, là, je pense que c'est assez clair, il y a un petit souci au niveau du calcul, des mathématiques. La dysphasie, alors on l'a mélangé dans la liste, mais ça c'est un trouble spécifique qui a vraiment sa particularité, on y viendra plus tard dans la présentation. Donc il y a la dyslexie. La dyspraxie, vous verrez, c'est un petit souci au niveau de la coordination. Le trouble dysexécutif, ça c'est pareil, on ne va pas tous polier maintenant, on vous en parlera tout à l'heure. La dysgraphie aussi, donc la graphie, je pense que vous avez des petits indices aussi. Et alors le TDA et le / avec le H, là je vais vous donner tout de suite ce que ça veut dire, c'est trouble déficitaire attentionnel avec ou sans hyperactivité. Donc ça peut être une hyperactivité motrice ou cognitive, ou voire même les deux. Alors après, comment ça s'attrape les troubles 10 ? A priori, ça ne s'attrape pas. Il n'y a pas de contagion. Il semblerait que ça soit génétique et qu'il y ait un caractère héréditaire. C'est-à-dire qu'une famille où vous trouvez une personne 10, il y a de grandes chances que si vous grattez un petit peu, vous allez en retrouver un tonton, une tata, etc. Il y a souvent plusieurs personnes qui ont des troubles 10. Donc, vous le voyez, on est avec et on meurt avec. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui s'attrape, mais voilà, c'est un fonctionnement cognitif qui est différent. J'adore cette slide-là, elle est trop belle. Alors, les troubles 10, qu'est-ce que ça amène comme difficulté? Alors, ça peut amener des difficultés pour lire, pour écrire, se concentrer, parler, s'organiser, compter, attraper, commencer une tâche, se situer dans le temps et l'espace, rester immobile, comprendre. Et une des choses les plus présentes chez la plupart des personnes qui ont ces troubles-là, c'est de croire en soi. Parce qu'ils sont loin d'être bêtes, les gens qui ont ces troubles-là, sauf que ils ne maîtrisent pas tout ce qui se passe en eux. Alors là, on va vous parler du dysorthographique. Là, vous avez un petit exemple en haut de ce que ça peut donner quand on est dysorthographique. Et vous avez la petite traduction en dessous. Donc, il est censé être écrit « L'orthographe, c'est trop bien, j'adore ça ». Donc, d'un petit qui a 10 ans en CM1. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dysorthographique? La plupart du temps, il oublie les majuscules et les points. Pourquoi? Parce que, là, c'est un mauvais exemple, puisqu'il y a la majuscule, il y a le point, mais sûrement qu'il a été corrigé. Mais la plupart du temps, en fait, c'est quelque chose de secondaire. Ça ne le marque pas de devoir mettre un point et une majuscule. Il a du mal à reconnaître les lettres et à apprendre l'alphabet. Un petit exemple tout bête, un de mes enfants qui a des troubles dyslexie, dysorthographie assez sévères, réunion de début d'année de CP, il y a des élèves dans la classe qui ne connaissent pas leur alphabet. Bon, comme beaucoup de parents, à mon avis, présents à la réunion, j'interroge mon fils quand je rentre, vas-y, récite-moi l'alphabet. Jusqu'à RS, ça allait à peu près. Et en fait, je me suis rendu compte que RS, pour lui, c'était une seule lettre. Il me disait RS. J'ai dit, là, on va avoir un souci. Donc il y a un petit souci de reconnaissance des lettres. Il n'associe pas les bonnes lettres avec les bons sons. Donc vous imaginez bien, peut-être me mettre debout, que si mon gamin retient RS comme une lettre, ça peut être compliqué après pour la suite. Il mélange féminin et masculin. Donc vous entendrez souvent un garçon ou une fille qui est en train d'apprendre, en fait, qui a ce trouble-là. Il va vous dire « il » à toutes les sauces. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Le pluriel, le singulier, c'est un peu comme les majuscules et les points, c'est secondaire.
Il y a des inversions de lettres. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fond tout ce qu'on a écrit en bas. Quand vous regardez les lettres d'imprimerie, le T et le F, si vous retournez le T, ça fait un F, et inversement, le F peut ressembler à un T d'imprimerie. Le D, le B, le V, le F. La vaisselle peut vite devenir la faisselle. Donc voilà, ça peut être compliqué. Après, vous avez le dyscalculique. Donc, on vous a mis un petit exemple d'une personne qui, vraisemblablement, dans les archives, par rapport à Isaac Newton, il paraîtrait qu'il est dyscalculique, enfin qu'il était dyscalculique. Donc là, on a une confusion, pareil, des chiffres, des symboles, des opérations. Donc ça veut dire que quand on pose une opération, ben, on peut très facilement se tromper entre le plus, le moins. Donc voilà, s'il y a une inversion dans les symboles, ça peut être compliqué pour faire des mathématiques. Il a beaucoup de difficultés à apprendre les tables de multiplication, parce que ça n'a pas de sens pour lui en fait. Quand vous apprenez 2 fois 2, mais alors, ça m'apporte quoi de connaître 2 fois 2 ? Le calcul mental, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, ce qu'on a dans la tête, c'est que dans la tête en fait. Il faut le transposer sur le papier, déjà ça peut être compliqué. Et puis ça c'est pareil, ça n'a pas forcément de sens. On confie les unités de mesure aussi. Donc quand on doit apprendre les centimètres cubes, les mètres carrés, etc., ça peut être vite compliqué. Apprendre les heures, je vous en parle même pas. Une demi-heure, c'est 30. 30 plus 30, ça fait 60. Mais 60, c'est aussi 1. Je ne vous explique pas les nœuds dans le cerveau. Je vous parle en connaissance de cause. Ma mère a passé des heures et des heures à me faire compter les heures. Alors là, on va vous mettre en situation. Vous imaginez, vous êtes un élève, vous avez un ou plusieurs troubles des apprentissages, vous êtes en cours de maths. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez un problème à résoudre. Donc votre professeur vous dit, vous avez 10 minutes pour résoudre ce problème. Alors j'espère que vous êtes prêts. Donc maintenant, vous avez votre énoncé, vous devez lire votre énoncé, le comprendre, retenir les informations et le résoudre. Bonne chance. Alors je vais essayer de vous parler en même temps, parce que comme ça, vous allez comprendre aussi ce que ça peut donner quand on a également un trouble de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de vous, là je vois monsieur qui me regarde, mais en fait, il n'est pas du tout sur l'énoncé. Dans 10 minutes, on interroge, attention, faut donner la réponse. Donc en fait, quand vous avez un trouble de l'attention en plus, vous devez vous concentrer, faire l'effort de vous concentrer, faire l'effort de lire, de comprendre, de déchiffrer, de retenir les informations. Si jamais vous avez mal compris le texte, vous êtes obligé de relire, à nouveau de faire attention, éventuellement de prendre des notes. Si vous êtes dysgraphique, vous y verrez ce que ça ferait tout à l'heure. Et donc là, vous êtes obligé de vous concentrer pendant que je vous enquiquine à vous parler. Monsieur ne regarde toujours pas l'énoncé. Bon, quand il y en a un qui arrive à lire et à tout comprendre, vous avez le droit de lever la main. Donc là, vous avez déjà mis plus de 2 minutes, vous n'avez toujours pas fini de lire le texte. Bon, on abrège les souffrances. Ouais. Bon, là déjà, vous êtes en situation, en fait, avec un élève qui a du mal à reconnaître les mots, parce que tout n'est pas séquencé finalement. Les mots sont vraiment tous rapprochés. Alors c'est très exagéré, mais un élève qui a des troubles dyslexiques, dysorthographie, etc., il peut éventuellement voir ça. Donc voilà ce que vous venez de lire, enfin de tenter de lire. Vous aviez compris à peu près ça ou pas ? Si vous dites oui, je ne vous crois pas spécialement. Oui. Bon, vous avez quand même compris du coup que ça peut être compliqué quand on n'arrive pas à séparer les lettres, les mots, les sons, etc. Et encore là, vous n'avez a priori pas de trouble, donc vous avez quand même pu reconnaître des choses. Mais vous êtes quand même en difficulté pour lire, vous avez mis plus de 3 minutes, vous n'avez même pas fini de lire le texte, pas compris le texte, pas retenu les infos, et il y a encore le problème à résoudre. Ah, c'est pour ça. Pardon.
Je suis désolée, on a oublié de vous dire d'apporter le matériel. La liste de rentrée n'était pas faite, on a été mauvais prof. Alors là, on va vous parler de la dysphasie. Alors tout à l'heure, je vous disais que la dysphasie, c'était quelque chose de particulier parce qu'en fait, c'est le seul trouble qui fait partie des handicaps rares. Donc le handicap rare, si je ne me trompe pas, c'est un cas pour 10 000. Donc la dysphasie, c'est assez complexe. Donc quand on est petit, éventuellement, on peut développer son propre langage ou alors on peut carrément être non-verbal. Donc on peut faire des gestes, des mimiques, des dessins. La communication est vraiment compliquée. On peut ne pas se rendre compte aussi que ce qu'on dit n'est pas ce qu'on veut dire. C'est le petit modèle du bonhomme là. Il a envie de dire le mot table en fait, mais ça vient pas. Il a un champ, un champ lexical assez pauvre. Il n'a pas beaucoup de vocabulaire. Et lui, il veut parler d'un truc pour manger. Il veut parler de la table, mais tout ce qui lui vient, c'est le truc pour manger. Alors en face, le truc pour manger, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une fourchette, un couteau, une assiette. Voilà, plein de choses. On a du mal à trouver ces mots et à exprimer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Forcément, quand on a peu de vocabulaire et que quand on sort quelque chose, c'est pas ce qu'on a dans la tête, ça peut très vite être frustrant et donc du coup, parler, ça peut être vraiment très difficile. On a des difficultés à comprendre, il a des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit et on ne développe pas les mêmes codes sociaux. Alors, ça peut être important aussi de vous parler vite fait des codes sociaux. En fait, la dysphasie, dans ses retentissements, pour certaines choses, notamment les codes sociaux, ça ressemble beaucoup aux troubles du spectre de l'autisme. En fait, quand Marie vous a parlé du forum TND qu'on a fait, donc les TND, c'est les troubles neurodéveloppementaux, on a englobé dans ce forum tous les troubles qui relèvent des 10 et tout ce qui est TSA. Parce qu'en fait, ça fait partie de la famille des troubles neurodéveloppementaux. Donc quand un TSA a du mal à développer les codes sociaux, un dysphasique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il va vous regarder, il peut ne pas comprendre, quand il est petit, il peut ne pas comprendre et interpréter votre visage. Si vous êtes en colère, content, joyeux, etc., ça peut être une difficulté pour lui, en fait, d'interpréter, d'avoir le curseur au bon endroit et de savoir ce que vous êtes en train de montrer physiquement. Il peut avoir des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit aussi, parce qu'en fait, ça peut générer des difficultés à retranscrire en fait ce qu'il entend dans son cerveau. Ça va pas forcément être la même chose. Mon fils, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a très vite laissé tomber l'apprentissage de l'anglais parce qu'en fait, en plus de ses difficultés en français, qui étaient énormissimes, il a su lire et écrire, il sait lire, là il va avoir 20 ans, il sait lire depuis à peu près 4 ans, et au niveau de la production d'écrit, c'est vraiment pas ça. Et en fait, les difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, il y a une perception des sons aussi qui peut être perturbée. C'est-à-dire que quand je lui disais le mot book en anglais, lui me répétait, je lui demandais de répéter, il me répétait le mot book. Et je lui disais non, c'est book. Et en fait, on a failli s'écharper parce que lui n'arrivait pas à comprendre qu'il ne disait pas le bon son. Il était persuadé de le dire, sauf que c'était pas bon. Donc la dysphasie, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ensuite, le dyslexique. Alors vous avez un petit exemple là-bas qui fait suite aussi à l'exercice de la mise en situation qu'on vous a fait faire. Je vous parlais de la vaisselle et de la faisselle. Je ne sais pas si vous arriviez du coup à traduire ce qu'il y a écrit. Je vous aide un peu. Papa fait la vaisselle pendant que maman m'aide pour mes devoirs. Donc il y a des inversions de lettres, des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc on a des difficultés à reconnaître les mots, on a une lecture lente, saccadée, on ne comprend pas tout ce qu'on lit. Le dyslexique doit se concentrer pour bien séparer chaque mot. Vous avez vu tout à l'heure l'exercice qu'on vous a fait faire. Il éprouve des difficultés pour bien écrire et comprendre en même temps ce qu'il copie. Vous comprenez bien que quand vous avez ces difficultés à lire, quand vous êtes en train de copier, en général, vous retenez quelques informations de ce que vous écrivez. Sauf que quand vous avez ces difficultés-là, en fait, vous avez déjà beaucoup de votre énergie, de votre concentration qui est focalisée sur le fait d'écrire et d'écrire les bonnes lettres. Et ne voit pas la ponctuation ni les majuscules. Alors, bon, le dysorthographique, lui, il les oublie, et le dyslexique, lui, il ne les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il peut vous lire un texte, et pour mettre l'intonation dans le texte, il y a des points d'exclamation, des points d'interrogation, vous risquez d'avoir en fait une voix complètement monocorde. Et voilà,
Si jamais il y a du théâtre à lire, ça va être très compliqué. Je ne sais plus lequel de mes enfants, c'est pareil, j'ai passé un temps fou à leur expliquer justement quand il faut monter, quand il y a un point d'exclamation, monter la voix, etc., point d'interrogation. Et j'ai arrêté. Ça viendra en grandissant. Alors là, on vous met un petit exemple. Alors on va démarrer la vidéo. Mais en fait, on a trouvé sur Internet, c'était l'histoire, alors je sais plus, je crois que c'était au Canada, d'un couple d'amis, en fait. Ils ont discuté entre eux et la jeune femme expliquait à son amie comment elle avait l'impression, enfin comment pour elle, le texte ça apparaissait dans sa tête. Et donc du coup, comme il était très doué en informatique, il lui a reproduit un petit peu ce qu'elle lui a décrit. Et donc, a priori, dans sa tête, ça peut donner cette impression-là, en fait, d'avoir les lettres qui dansent dans tous les sens. Donc, c'est vraiment pas évident. Hein ? C'est norvégien ? Oui. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant en fait de voir. Alors c'est pas forcément réellement comme ça que ça se met dans la tête, mais c'est l'impression que ça donne en fait quand ils essayent de vraiment lire les textes. Ah, ça veut pas passer à la slide suivante, ça redémarre. Voilà. Alors après, on va vous parler du dyspraxique. Le dyspraxique, là vous avez deux exemples, Jean Dujardin, Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, et puis notre célèbre 007 français. Donc ils sont tous les deux dyspraxiques. Donc le dyspraxique, il sait ce qu'il doit faire, mais alors planifier, coordonner ses gestes, c'est très difficile. Je suppose que là, vous connaissez tous Gaston Lagaffe. Bon, c'est un très bon exemple de dyspraxique. Il casse tout, il se prend les pattes dans tout. Donc pour réussir à automatiser les actions quotidiennes, il doit les réapprendre tous les jours. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez passé le permis ? Coordonner les gestes, la vue, les rétroviseurs, le levier de vitesse, les pédales, le volant, le monde qui vous entoure, les autres autour qui ne savent pas conduire, qui devraient repasser leur permis. Bon, le dyspraxique, en fait, il doit réapprendre un petit peu tous les jours à coordonner tous ses gestes. Écrire lui demande une énergie folle et peut provoquer des douleurs musculaires. Parce qu'en fait, quand on coordonne mal ses gestes, finalement, tenir un crayon toute la journée quand on est à l'école, par exemple, ça veut dire qu'on doit énormément se concentrer, puisqu'il faut coordonner le fait de vouloir écrire ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on voit au tableau, et coordonner le geste avec sa main. Pendant qu'il écrit, il ne peut pas se concentrer sur le contenu. Effectivement, si on doit déjà se concentrer sur le fait que le bras nous obéisse et fasse ce qu'on lui demande, se concentrer sur le contenu, ça peut être quand même très compliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, parce que moi je suis très bavarde. Les filles, c'est pareil, si vous voulez intervenir. Alors, ça, on vous en parle juste vite fait, parce qu'on sait que ça existe, mais on ne vous en parlera pas plus, parce qu'on n'est pas experte dans le domaine. Donc il existe apparemment aussi une dyspraxie verbale qu'on peut aussi appeler dyspraxie orofaciale ou buccofaciale. Donc c'est le problème de coordination mais au niveau de la bouche et de la langue. Donc là ça peut être compliqué. Donc au niveau des lèvres, de la mâchoire, et ça rend difficile la transformation des sons en mots. Ça peut également entraîner des difficultés au niveau de la mastication des aliments et de la déglutition. Effectivement, si vous ne contrôlez pas, ça peut être difficile de ne pas s'étouffer, quoi. Alors le trouble des exécutifs, il n'est pas souvent abordé, il n'est pas forcément très connu et pas forcément très facile à comprendre. On peut vite passer pour quelqu'un qui a envie de, je vais essayer de le dire sans me louper, de procrastiner. C'est pas mal, hein. Donc il doit faire face à une incapacité à planifier une stratégie. Il doit supporter des problèmes de mémoire, il est impulsif dans ses réponses, il a besoin d'aide pour se lancer dans une tâche. Il ne sait pas s'organiser seul pour apprendre les leçons. Il n'est pas paresseux, c'est juste qu'il a beaucoup de mal à prendre des décisions. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti des fois, ça peut arriver sans pour autant avoir ce trouble-là, mais on sait qu'on a quelque chose à faire, on doit le faire, mais le bouton on-off, vous ne l'avez pas. Ça ne marche pas, ça ne démarre pas. En fait, quand on a ce trouble-là, c'est un peu quotidien, quoi. Donc ça peut être compliqué. Tout est compliqué de toute façon. Alors le dysgraphique, est-ce que vous avez tous un crayon et de quoi écrire ou pas ? Alors ceux qui en ont, et après ceux qui n'en ont pas, vous pourrez le faire chez vous. On va vous faire un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne la dysgraphie. Donc je vous lis d'abord ça, puis après vous testerez. Donc le dysgraphique, il n'automatise pas l'écriture, il reste au stade du graphisme. Vous comprendrez tout à l'heure.
Il écrit de façon peu lisible et très lentement. Il peut vite se décourager d'écrire à cause de la douleur que ça lui provoque. Il se concentre sur son écriture et rien d'autre, un peu comme tout à l'heure le dyspraxique. Il ne peut pas se concentrer à la fois sur ce qu'il va écrire et sur le contenu. Et ne peut pas accélérer son rythme d'écriture, sans remédiation avec un professionnel, par exemple. Donc là, vous prenez un petit stylo, vous prenez un papier pour ceux qui en ont. Je ne sais pas ce qu'on a après. Non, c'est pas ça. Et alors le texte que vous voyez là à l'écran, vous essayez de nous le recopier. Vous prenez votre beau stylo et vous prenez votre main qui n'est pas celle qui est la scriptrice de d'habitude. Si vous êtes gaucher, vous prenez la droite et inversement. Donc normalement, vous devriez l'écrire relativement vite. Marie, tu as un chrono ? Allez, en 1:30, normalement, c'est largement écrit. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de vous enquiquiner un petit peu. Imaginez, vous êtes dysgraphique et avec un trouble de l'attention. Bon, le monsieur au bandeau veut toujours pas faire les exercices. Bon, alors, est-ce que ça marche ? Bon, si vous êtes ambidextre, vous trichez pas. Est-ce que vous êtes au moins à 2 lignes ? Pas au bout de la deuxième ? Bon, et puis il faut retenir ce que vous écrivez aussi. On vous interroge après. Marie, il reste combien ? 30 secondes. Alors observez bien comment vous tenez votre stylo par rapport à votre main scriptrice, comment vous écrivez et essayez d'enregistrer les sensations que ça vous fait. Bon, en général, ça fait bien rire, oui. Combien il reste ? Alors 5 secondes et normalement vous avez fini d'écrire. On est bon ? Est-ce que vous avez fini d'écrire ? Vous avez tout recopié ? Bon, qu'est-ce que vous avez ressenti en écrivant de cette main-là ? Ça fait mal. Non, ça fait pas mal, mais c'est dur de pouvoir se relire après. Ouais. Alors de contrôler le geste et après, donc du coup, normalement, vous avez la sensation de dessiner les lettres. Parce qu'en fait, quand vous écrivez de votre main scriptrice, en fait, vous avez tout automatisé. Vous êtes même normalement à peu près capable de former des lettres correctement en fermant les yeux, sans regarder. Alors vous n'écrirez pas forcément sur la bonne ligne, en restant sur la ligne, mais normalement, comme vous avez tout enregistré et tout automatisé, vous êtes capable d'écrire des lettres sans réfléchir à la forme de la lettre. Là, normalement, vous avez réfléchi un peu à la forme et vous êtes plutôt au stade du dessin, finalement. Et je suppose que la tenue de votre stylo n'était pas du tout la même que de l'autre main. J'en ai vu qui ne touchaient même pas la feuille. Normalement, vous touchez la feuille quand vous écrivez de l'autre main. Donc ça change beaucoup de choses, en fait. Donc voilà des exemples d'écriture de dysgraphique. Alors attention, un dysgraphique peut très bien écrire. La seule différence, c'est qu'il va mettre extrêmement longtemps et ça va être très coûteux en temps et en énergie. Et dysgraphique, ça n'empêche pas de très bien écrire, pour certains en tout cas. Alors c'est différent du coup, le dessin. Après, ce qu'on peut voir chez ces enfants-là, c'est que quand il y a une motivation à faire quelque chose, en fait, ils ont beaucoup de ressources et souvent ils arrivent à en mobiliser en tout cas une bonne partie pour arriver à ce qu'ils veulent. Alors après, l'écriture et le dessin, c'est pas du tout la même chose, mais il peut aussi y avoir des difficultés. Après, je vais pas aller plus loin dans les explications parce qu'encore une fois, je ne suis pas professionnelle de santé. Là, on vous explique, nous, ce qu'on a vécu avec nos enfants. Alors, ça, c'était l'exercice. J'ai squeezé la slide, je suis allée trop vite. Alors là, on vous parle un petit peu du trouble de l'attention. Donc apparemment, Winston Churchill était
été déficitaire attentionnel. Donc il peut y avoir de l'hyperactivité aussi. Donc pareil, il y a un petit bonhomme. Là, on imagine qu'il est en train de discuter avec quelqu'un. Et pendant qu'il y a quelqu'un qui lui parle, dans sa tête, il y a tout ça qui se passe. Il peut même être capable de compter les motifs sur un papier peint. Enfin voilà, il peut partir un petit peu dans tous les sens. Du coup, quand il raccroche les wagons à la conversation, il s'est passé beaucoup de choses. Donc il est dans la Lune, oui, a priori, il peut éventuellement y aller. Donc il risque de ne pas retenir les consignes, hein, un truc tout bête, un enfant qui est en classe, il fait tomber son stylo pendant que l'enseignant est en train de donner une consigne. Le temps de ramasser le stylo et de revenir, il est plus dedans. Il perd constamment ses affaires, un truc tout bête. Il met son manteau à l'arrière de sa chaise là, quand il est en cours. Il se lève, il voit tout le monde partir en récréation. Le manteau, il l'a pas vu, il est parti, le manteau, il reste sur la chaise. Ça va pas plus le déranger. Ou même à la maison, hein, où vous lui dites, vous êtes dans le salon, vous lui dites, va prendre ta douche. Sur le chemin de la douche, il y a la chambre. Il pense à un truc dans sa chambre, il va dans sa chambre. Une demi-heure après, vous lui demandez s'il a pris sa douche. Non, il se souvient même pas que vous lui avez demandé. Il a toujours besoin de bouger pour se concentrer. Bon, a priori, quand on a un petit souci d'attention avec un peu d'hyperactivité, on a envie de bouger, on a envie de... Voilà, il y a des choses qui ressortent physiquement et mentalement, et c'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir des propositions d'élastiques au pied des chaises pour que l'enfant puisse bouger ses pieds sur l'élastique. Des fois, il y a des coussins, des espèces de galettes, un peu des petits coussins de yoga qu'on met sous les fesses sur la chaise. Ça permet à l'enfant de rester sur la chaise, mais de pouvoir quand même bouger. Il peut être aussi impulsif dans ses réponses et ou dans ses gestes. Des fois, les enfants, en fait, quand ils ont ces troubles-là, vous êtes en train de leur parler, ils vous donnent une réponse, mais ils n'ont absolument pas réfléchi à comment vous la formulez. Ça sort brut de pomme. Je vais reprendre l'exemple encore de mon fils, hein, c'est mon meilleur cobaye. On avait des difficultés tous les deux à s'entendre au moment des devoirs. Et en fait, moi, quand j'ai appris à faire les devoirs, quand j'étais petite, mets-toi à ton bureau, on s'installe, on se concentre et on fait son travail. Ok. Bon. Avec ces enfants-là, c'est un petit peu plus compliqué. En gros, il faut désapprendre ce qu'on nous on a appris. C'est-à-dire qu'en fait, avec mon fils, à un moment donné, je l'ai beaucoup observé et je lui ai dit, écoute, on va essayer une autre méthode. Tu vas prendre quelque chose dans ta main, ce que tu veux, tu vas le faire fouiller. Je t'autorise à bouger dans ta chambre. Par contre, tu me tournes pas autour parce que je vais avoir le mal de mer. Mais donc lui, il n'accédait pas à la lecture et à l'écriture, donc il fallait que ce soit moi qui lui lise les cours pour qu'il les entende et qu'il les apprenne. Du coup, à partir de ce moment-là, où on a commencé à travailler différemment et où lui a arrêté d'être assis bêtement à un bureau, bizarrement, ça a débloqué les choses et petit à petit, il en est venu, et moi aussi, à accepter finalement qu'il joue sur sa tablette. Alors là, ça peut faire grincer des dents, mais en fait, ça a été super efficace parce que sa concentration, tout son trop-plein d'énergie dans sa tête a été canalisé par son jeu qu'il avait l'habitude de maîtriser. Et il était du coup maintenant en capacité de débloquer son attention auditive pour mon cours que j'étais en train de lui relire. Et finalement, comme ça, il arrivait à apprendre ses leçons. Au départ, j'y croyais pas trop, hein, parce que vieille école, non, jouer à la tablette, tu vas me poser ça, et puis on travaille autrement. Et finalement, quand je l'interrogeais sur ses leçons, il savait énormément de choses. Il avait retenu beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça peut être très perturbant comme façon de fonctionner. Alors après, comment on peut aider un enfant 10 ? Alors de manière générale, le professionnel qui pourrait être de première intention, la plupart du temps, c'est quand même l'orthophoniste. Ça peut être quand même un bon point de départ. Alors après, pour tout ce qui est de la praxie, la coordination, etc., c'est pas forcément l'orthophoniste la mieux placée. Hein. L'ergothérapeute serait peut-être plus indiqué. Hein ? Le psychomotricien, effectivement aussi. Il faudrait que tu allumes le micro pour que tu puisses parler aussi. Il y a le soutien psychologique, ça peut être bénéfique, parce que comme je vous ai dit en tout début, hein, ces enfants-là, ils ont conscience d'avoir plein de compétences, d'être intelligents comme tout le monde. Mais vous avez bien vu, hein, il y a des difficultés qui se greffent à leur quotidien et qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous êtes dysgraphique, vous voyez bien que même si vous voulez écrire correctement, rapidement et aussi vite que tout le monde, c'est juste pas possible. Donc c'est un gros travail, c'est pas pour ça que ça se corrige pas, hein, mais c'est quand même un gros travail de concentration.
Donc la confiance en soi, elle peut être vraiment, vraiment ras les pâquerettes. Donc le soutien psychologique, pour certains, ça peut être bénéfique. Alors du coup, j'ai pas effacé les slides. C'est aussi un diaporama qui sert pour des adultes, mais pour les adultes, ça peut être aussi intéressant, hein, parce que vous l'avez vu, on est 10 à la naissance et on est 10 toute sa vie. Donc faut pas hésiter non plus quand on est adulte à aller consulter. Donc quand on a un enfant qui potentiellement est 10, il faut être attentif aussi au développement de ses apprentissages. Comme ça, on peut différencier précocement une difficulté d'un trouble potentiel. C'est vrai que dans nos enfants, en plus quand on en a plusieurs, on a tendance, malgré nous, à les comparer et à voir, lui il s'est développé de telle manière, il a marché à 11 mois, alors que son frère a marché à 13, mais par contre à 12, il commençait déjà à bien babiller. Donc voilà, il y a forcément des petites comparaisons qui se mettent, mais quand vous voyez qu'il y a des difficultés qui perdurent dans le temps, ça peut être une alerte. Et petite chose très importante aussi que nous on a constaté depuis ces bientôt 7 ans d'activité associative, et dans nos propres expériences, c'est que souvent chez les parents, il y en a au moins un des deux qui ressent un truc à l'intérieur de lui et qui se dit il y a quelque chose chez mon enfant, il y a quelque chose. Alors a priori, dans tous les parents qu'on a rencontrés, et même chez nous en fait, il y a quasiment 100% des personnes qui avaient raison de sentir ce petit truc et qui avaient raison sur le fait que oui, il y avait quelque chose de différent chez leurs enfants. Donc c'est vrai qu'on a tendance à écouter en fait tous les professionnels, et c'est normal, les enseignants, etc., tout le monde, sur le fait non, c'est pas grave, t'inquiète pas, chacun son rythme, il va avoir le déclic, ça va arriver, il est juste pas encore tout à fait mature pour telle ou telle chose. Sauf que quand vous, en tant que parent, vous regardez vos enfants au quotidien et que vous ressentez qu'il y a quelque chose que c'est pas de l'ordre de l'immaturité, c'est pas de l'ordre de ceci ou cela, je pense qu'il faut s'écouter et qu'il faut aller voir quelqu'un qui peut vous aider à avancer sur cette piste-là. Et puis si jamais vous vous êtes finalement trompé, au moins vous avez quand même vérifié et vous ne perdez pas de temps à attendre que cette maturité arrive. Donc un enfant qui a des troubles va sûrement se fatiguer plus vite. Il faudra lui laisser plus de temps et l'aider à se concentrer ou se reconcentrer. L'exemple du stylo qui tombe par terre et puis de se remettre dans l'exercice qui est en train d'être énoncé. Des fois on a besoin de cette aide-là. Ces enfants manquent souvent de confiance en eux. Ils peuvent développer différents comportements. Donc ça peut être des comportements perturbateurs, soit introvertis, perfectionnistes aussi. Donc la bienveillance de tout le monde, que ce soit les parents, mais tout l'entourage, est très importante. Alors quand on dit perturbateur, ça peut être des crises de colère. Mon fils, toujours le même cobaye, dysphasique, il y a eu des gros soucis pendant longtemps en fait de comportement, parce que frustration, un diagnostic qu'à l'âge de 10 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à 10 ans en fait il a été à l'école sans que personne ne sache ce qu'il avait, sans qu'il sache lire, sans qu'il sache écrire, et en plus il entendait régulièrement qu'il faisait pas d'efforts et que c'était compliqué pour les adultes autour parce que on savait pas l'aider. Donc en fait ça perturbe aussi le développement de ces enfants-là. Donc la bienveillance est vraiment très très importante. Et tous ces troubles-là, en fait, peuvent amener aussi des enfants, par exemple, à se scarifier. On a des enfants qui sont venus nous voir dans l'association. En fait, ils sont devenus très perfectionnistes parce qu'ils savent qu'ils ont des difficultés, ils savent qu'ils doivent donner beaucoup plus que tout le monde. Et donc, comme ils n'atteignent pas forcément, à chaque fois qu'ils le désirent, leurs objectifs, en fait, ils se font du mal. Et il y a même aussi des enfants qui en viennent à vous dire, comme mon fils, je ne sais plus quel âge il avait, 7 ans ou 9 ans, il m'a dit, maman, ça serait mieux si j'existais pas parce qu'en fait, tu aurais moins de problèmes. Parce qu'en fait, il nous voit courir partout, trouver des aides, trouver des solutions, vouloir les aider, faire en sorte qu'ils avancent. Et c'est pas juste une histoire d'inversion de lettres, de sons, c'est pas juste une histoire de j'ai du mal à écrire. C'est toute une construction d'un petit être en fait qui se développe avec une société qui est pas toujours bienveillante autour de lui. Donc c'est hyper important en fait que son entourage, au moins l'entourage proche, le soutienne et le comprenne et qu'il puisse se dire quand au moins je suis à la maison déjà, je sais qu'on me comprend, qu'on me soutient et on va m'aider. Parce que la construction, ce fait de se construire avec ce manque de confiance en soi et toutes ces difficultés, c'est vraiment pas évident et c'est pas une construction classique. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience.
Pour la petite parenthèse, tout ce que je viens de vous dire sur la scarification, les mots qui font penser à du suicide, c'est quelque chose dont on ne parlait pas au début de notre association, parce qu'on avait peur, nous, de faire peur. Sauf qu'après, au fur et à mesure du temps, on se disait que toutes les familles qu'on rencontrait, qui commençaient un petit peu aussi à nous parler de ça, ce que nous, on avait vécu avec nos enfants, on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on arrête d'avoir peur d'en parler, parce que ça existe, et parce qu'il faut que les gens aient conscience de ça, et que du coup, ces troubles-là, il faut qu'ils soient un peu plus pris au sérieux, et que c'est vraiment pas, c'est pas anodin, en fait, de se construire avec ces troubles-là. Alors du coup, là, oui, c'était par rapport aux adultes, donc c'est à peu près le même discours. Valoriser les moindres réussites, ça c'est hyper important, mais qu'on soit 10 ou pas 10, de toute façon, ça fait toujours du bien de dire à l'autre qu'il a bien réussi, il a bien travaillé. Être attentif à son rythme, ses efforts pour se concentrer, comprendre, lire, écrire, ça demande beaucoup d'énergie. Il peut être nécessaire de lui autoriser des petits moments de pause, donc ça par exemple quand vous faites les devoirs avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, ou neveux, nièces, etc., ce que vous voulez. On s'est quand même bien rendu compte, et ça s'est confirmé souvent par les professionnels de santé du domaine, des séquences de travail relativement courtes, la plupart du temps, c'est beaucoup plus efficace que de vouloir rabâcher pendant 1 heure les mêmes choses. Donc vous faites des petites sessions de 20-30 minutes, une petite pause où on se distrait, on pense à autre chose, et après on reprend le travail. Pour beaucoup, ça fonctionne bien. Aménager les devoirs en fonction de la fatigabilité de l'enfant et de ses parents, donc ça c'était un petit clin d'œil aux enseignants, parce que c'est vrai que on parlait de la bibliothèque sonore tout à l'heure. Quand les enfants arrivent au collège et qu'il y a des livres à lire, je vous ai encore parlé de mon petit cobaye. En fait, les bouquins, c'est moi qui les lisais. Donc, il y a des fois, c'est un peu compliqué parce que on bosse beaucoup, nous aussi. On refait notre scolarité. Et alors, quand vous avez 1, 2, 3, 4 enfants, vous refaites 4 fois votre scolarité. Mais pas toujours simple. Surtout qu'en plus, petite parenthèse encore sur mon petit cobaye, moi, il voulait que ma voix. Donc autant vous dire que la bibliothèque sonore, c'était mort pour moi. Oui, la dimension affective aussi, peut-être, joue un petit peu. Alors ça, c'est pareil, j'aurais dû les masquer. Alors une chose importante aussi, à savoir sur les personnes et les enfants qui ont des troubles 10, ils sont généralement hypersensibles. Je ne sais pas si du coup là vous venez en tant que personne curieuse ou concernée. Je suis certaine que vous avez pu constater, si vous en avez, qu'il y a une hypersensibilité certaine chez ces personnes-là. Tout ce qui est injuste, par exemple, c'est juste, ça prend des proportions monumentales. Les nouveaux événements peuvent très facilement perturber et accentuer l'impact des troubles. On l'a tous vécu à un moment donné ou à un autre, quand on vit des choses vraiment pas rigolotes dans la vie, on est perturbé, on n'arrive pas forcément à se concentrer au travail, on n'arrive pas à se concentrer sur des choses qu'on sait qu'on doit faire. Quand on a ces troubles-là, en plus de nos difficultés, tout ce qui peut perturber le quotidien accentue les difficultés. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire régulièrement le point sur l'évolution des apprentissages, l'état de fatigue, le comportement. Quand vous avez des enfants, qu'ils soient 10 ou pas 10, vous le voyez bien, suivant les périodes de l'année. Quand on arrive juste avant les vacances de Noël, ils sont excités comme des puces, ils sont fatigués. Quand ils reviennent des vacances de Noël, ils sont fatigués aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Et ça joue aussi, la fatigue, sur les troubles. Alors, si vous avez vous-même des troubles là dans la salle, vous voyez bien aussi des fois, ou même que vous n'ayez pas de troubles, si vous avez déjà été en réunion, vous avez une réunion pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, vous ressortez, vous avez la tête comme ça, vous dites bon, je vais me poser à la maison, je vais me détendre, et puis après ça va passer. Nos gamins qui ont ces troubles-là, se poser après la réunion, c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est tous les jours la réunion. Après, il est primordial que l'enfant reste au centre de l'accompagnement. Alors ça, on l'a rajouté, on l'avait pas mis au tout départ, et en fait on s'est rendu compte que nous, entre parents, entre adultes, on parle beaucoup de nos enfants, on parle beaucoup de ce qu'on veut faire pour eux, de ce qu'on veut mettre en place, mais finalement, est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Il y a des fois, on est un petit peu surpris, parce qu'on se dit, tiens, ça serait super chouette, on va le mettre en place, ça va être top, etc. Et puis on pose la question au petit qui est concerné. Non, maman, ça me sert strictement à rien, ça. Ok. Donc c'est quand même assez important de voir avec eux aussi ce qui peut les aider. L'étayage parental, familial et scolaire est essentiel, ainsi que la communication entre les parents et les enseignants. Alors ça, c'est pour tout le monde, c'est pour les parents et les enseignants, parce qu'en fait, on a des parents qui sont pénibles, parce que par définition, un parent, ça peut être pénible.
J'en ai fait partie aussi, hein. On arrive avec nos petits bilans orthophoniques, avec ceci, avec cela. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre ça en place, etc. Bon, Martine vous a dit, hein, 8 et 10% des enfants, enfin des personnes ont des troubles de 10. Donc dans une classe, potentiellement, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le nôtre. Donc il faut aussi comprendre les enseignants que ils ne peuvent pas forcément tout mettre en place, absolument tout ce que nous on peut mettre à la maison. Voilà, la tablette avec le jeu pour mon fils au collège ou à l'école, c'est juste pas possible. Donc il faut trouver d'autres moyens. Donc en fait, la communication entre chaque intervenant est hyper importante parce que on n'est pas là pour accuser l'autre de ne pas faire bien et de ne pas faire ce qu'on veut. On est là en fait finalement pour accompagner nos enfants à aller vers ce qu'ils ont envie de faire et apprendre un maximum de choses. Alors là, on vous met des petites choses par rapport aux polices d'écriture. Donc on vous a mis volontairement plusieurs polices d'écriture. Donc là, vous avez vu en gros qu'il faut préférer une police qui ne va pas accrocher l'œil du lecteur. Donc tout ce qui est écriture avec des empattements, donc ce qui est entouré en rouge, potentiellement, ça peut être quelque chose qui perturbe la reconnaissance de la lettre et qui donc perturbe la fluidité de la lecture. Donc ça, cette écriture avec empattement, c'est la Times New Roman. Donc cette police d'écriture, vous la voyez souvent dans les documents officiels, etc. C'est une police qui est très très utilisée. Donc une reconnaissance des lettres plus rapide. Donc ça, là, ce que je vous ai écrit en reconnaissance des lettres plus rapides, c'est en police Verdana. Donc vous voyez la différence, il n'y a pas d'empattement, il n'y a rien qui... c'est la reconnaissance bâton, de lettres bâton, c'est assez simple. Il y a d'autres polices qui existent, qui sont intéressantes. La Arial, qui peut être aussi assez souvent utilisée. La Calibri. Alors la Calibri, elle ressemble à la Verdana, mais elle est beaucoup plus petite. Ou encore le trébuchet MS. Donc ça, c'est une police d'écriture qui a été conçue pour la lecture à l'écran. Je crois que c'est une... Non, c'est pas celle-là qui est exprès pour les 10. Je sais plus laquelle. C'est Open Dyslexic. Non, je sais plus laquelle. Donc voilà, si jamais vous travaillez avec vos enfants ou vous êtes amené à travailler avec ou à refaire des leçons, à faire des fiches de lecture ou je sais, ce que vous voulez, ou même si vous êtes 10 vous-même, vous vous rendrez compte que voilà, les polices d'écriture, ça peut être intéressant, voilà, de faire attention à ce qu'elles sont. Vas-y. Tiens, si tu veux le micro. Il y a l'association... Ah oui, Maïdis. Voilà. Mais tu veux en dire un mot? Non. D'accord. Alors oui, on a parmi les structures qu'on a pu rencontrer, il y a une start-up qui existe vers Esther Technopole qui s'appelle Facility. Et ils ont créé une application qui est gratuite dans sa version basique qui s'appelle Maïdis. Donc Maïdis, en fait, ça permet, par exemple, vous la téléchargez sur votre portable ou votre tablette, vous pouvez prendre en photo des notes manuscrites. Et donc Maïdis va permettre de transcrire ce texte-là dans une police qui vous convient, avec la taille de police qui vous convient, l'écartement des lettres et des mots qui vous convient, l'écartement des lignes qui vous convient, mettre éventuellement des couleurs, etc. Donc en fait, c'est vraiment destiné aux 10 et il y a tout un tas d'options de mise en page et de présentation pour adapter le texte comme vous voulez. Il y a même une retranscription audio. Alors ils sont encore en train de travailler un petit peu dessus parce qu'elle n'est pas encore tout à fait totalement au point. Mais voilà, quand je dis pas totalement au point, c'est que comme quand vous faites Google ou Siri, etc., il y a des fois, il y a des choses... je sais plus, une fois, moi j'avais demandé sur mon téléphone, il m'a dit oui, je vais appeler mamie, alors que je n'ai pas du tout dit mamie, quoi. Donc il y a des petites choses des fois qui sont mal interprétées. Et Facility aussi, vous pouvez le retrouver vous allez sur Internet et ça peut vous permettre, et alors là pas que pour les 10, ils ont créé ça sur le visuel en fait de vos ordinateurs. Quand vous ouvrez une page sur ordinateur, vous pouvez avoir une adaptation visuelle de tout l'écran. Donc c'est adapté aussi pour les 10, donc ils ont pré-rentré des options classiques pour les 10 et pour d'autres pathologies, et après vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Il y a aussi, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, Parkinson, pardon, pas Alzheimer, c'est moi qui ai Alzheimer là pour le coup, Parkinson. En fait, toutes ces personnes qui ont cette maladie ont du mal à cliquer sur des petits onglets qui sont minuscules sur les écrans. Eux, en fait, avec ce logiciel-là, ça permet de grossir vraiment beaucoup les onglets, ce qui fait que même s'ils bougent, ils ont la capacité de cliquer sur l'onglet.
Donc vous regarderez sur Internet si vous le souhaitez. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Donc là, comment on peut aider? Dans la même idée, la façon de présenter un document peut avoir toute son importance. Si votre document ressemble plus à une masse d'informations, il y a une succession de lettres et de mots qu'il va falloir découper, lire et retenir. Vous avez vu tout ce qu'on vous a présenté. Si la présentation du texte n'est pas un minimum aéré, en plus d'avoir déjà cette difficulté de séquencer les mots, les syllabes, etc., et que votre texte est tout ramassé, ça peut accentuer la difficulté. Donc du coup, en dessous, on vous met vous voyez, des points avec chaque ligne quand il y a un énoncé d'un problème. Je me souviens d'une fois, c'était mon fils qui a lui un trouble autistique, mais qui a aussi des troubles 10. Il a eu une photocopie de mauvaise qualité, noir et blanc, c'était sur la préhistoire, donc il avait des espèces de collages en fait minuscules sur le document. Même moi, j'avais du mal à lire. Et il y avait le dessin aussi en noir et blanc, et c'était des contours, etc. Donc lui, avec ses troubles 10 plus le TSA, il ne comprenait déjà pas le texte, et il ne comprenait pas non plus les dessins, en fait, parce que ça faisait une espèce de négatif positif, et il devinait pas la forme du dessin qu'il y avait à côté. Donc la présentation des supports que vous pouvez donner aux enfants est assez importante. Ah oui, alors j'ai mis un piège et à chaque fois je tombe dedans. Je l'oublie que je l'ai mis. Préférer un texte aéré, des phrases plus courtes pour limiter la quantité d'informations à lire en une fois. Un espacement évité de lignes plus important confusion peut aider certains élèves. Cela peut là de lignes. Chaque fois j'oublie que je me suis mis un piège. Donc en fait, quand on aère bien un texte, qu'on fait une bonne présentation, qu'on peut utiliser éventuellement, je ne sais pas si vous les voyez sur la photo, vous avez 2 règles de lecture. Là. Vous les voyez ou pas? Donc il y a les 2 bandes grises là, ça permet de mettre juste en avant la ligne que vous voulez lire, et tout en bas vous avez une partie qui est jaune avec un trait bleu. Ce sont 2 règles de lecture en fait qui peuvent permettre de ne pas se perdre dans le fil du texte. Donc la règle de lecture, ça peut éviter d'avoir cette lecture là où finalement on mélange toutes les lignes et on ne comprend plus rien à ce qu'on lit. Donc ces adaptations, elles peuvent tout à fait être mises en place pour toute la classe. Donc ça, c'est quand on intervenait auprès des enseignants. On essaye. Alors pour la petite parenthèse, ce matin, on a assisté à une conférence en fait de la part d'une orthophoniste qui nous a confirmé que, effectivement, des fois, quand on a des enseignants qui nous disent, oui, mais c'est compliqué, et on l'entend, hein, c'est compliqué d'adapter pour un tel ou un tel, etc. Et il y a certaines petites choses, notamment ça. Le fait d'aérer un texte, finalement, ça peut être bénéfique à tous les enfants. Et c'est pas forcément, du coup, beaucoup plus compliqué quand on prépare son cours. Alors j'imagine, après je suis pas enseignante, hein, j'espère qu'il y en a qui m'en voudront pas de dire ça, mais s'il y a une préparation qui est faite sur ordinateur, juste faire un espacement un petit peu plus aéré, et finalement, tout le monde s'y retrouve. Le texte est plus lisible pour tout le monde. On est bien? Je vais trop vite? Non, c'est bon. Alors là, du coup, je vous ai mis un petit peu en plus gros les règles de lecture pour que vous rendiez un petit peu plus compte de ce que ça donne. Donc il y en a qui n'aiment pas du tout en fait que le texte soit caché, qu'il n'y ait qu'une seule ligne qui apparaisse, et puis d'autres le préfèrent. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc là, celle du bas, elle permet de continuer à voir le texte, mais la ligne bleue est vraiment le repère pour savoir où est la ligne à lire. Quand on n'est pas daltonien, effectivement, parce que le petit-fils de Martine a aussi la chance d'avoir dans son petit package bien complet la daltonie. Ça n'aide pas non plus. Donc là, on vous a mis le petit flyer de la bibliothèque sonore. Il faut savoir que la bibliothèque sonore, c'est pas que quand on est à l'école, hein, ça peut être aussi pour soi, personnellement, quand on a envie de lire des livres. Depuis quelques années, elle est ouverte à toutes les personnes qui ont des difficultés d'accès à la lecture. Donc c'est un accès gratuit et à vie. Donc vous vous inscrivez auprès de la bibliothèque sonore. Normalement, maintenant, il ne demande plus de justificatif particulier qui indique que vous avez une difficulté d'accès à la lecture, mais c'est quand même préférable de jouer le jeu et de montrer soit un bilan ortho, soit un certificat médical qui atteste que vous avez une difficulté d'accès à la lecture. Oui, je sais que c'est terminé, mais voilà. Oui, ils ne le lisent plus, ils n'ont plus le temps. Donc la bibliothèque sonore, en fait, il y a l'association des donneurs de voix qui enregistrent des livres, donc ils ont des milliers de références sur toute la France,
Il y a plusieurs associations. Donc il y en a une à Limoges, c'est Madame Saint-Georges qui est la présidente. Si jamais vous avez des établissements scolaires qui n'ont pas encore de partenariat avec la bibliothèque sonore, n'hésitez pas à les contacter. Il n'y a aucun engagement financier de la part de l'établissement scolaire, mais en fait ça permet finalement à tout l'établissement scolaire de bénéficier de lecture audio. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont identifiés avec des difficultés d'accès à la lecture via l'établissement scolaire peuvent avoir l'accès aux livres audio. Et après, à titre individuel, vous pouvez le faire. Vous recevez les livres par lien, par mail, ou je crois qu'ils peuvent les donner par USB. Après, il y a plusieurs façons de transmettre les livres. Et alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Et si jamais il y a une référence spécifique que vous avez besoin de lire ou que votre enfant a besoin de lire parce qu'il faut que tout le monde ait la même référence en classe, si jamais eux ne l'ont pas, si c'est fait suffisamment en amont, en 3 semaines, 1 mois, ils peuvent vous enregistrer le livre. Et alors là, comme on a un petit peu de temps, c'est chouette, d'habitude on n'a pas le temps. On a le temps ? Ah, plus ? D'accord. Donc là, on vous laisse le texte. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire. Donc c'est un petit texte du Gaufret. On a mis, pareil, je fais juste un petit mot là-dessus, puis après on pourra échanger. Donc on vous a mis différentes façons de présenter les choses sur un texte qui peut être lu. Donc 1 ligne sur 2 avec de la couleur. Il peut y avoir des syllabes qui peuvent être colorées, des mots soulignés, des polices plus grosses, des caractères en gras, des phrases complètement surlignées, etc. Donc c'est un très beau texte du Gaufret. Grâce au cheval, il s'en est absolument sorti. C'est grâce à l'animal qui, lui, il s'en est sorti au niveau des chants, de la composition, du français, etc. Vous avez compris, Hugo Gaufret est dyslexique. Donc voilà. Et pour finir, voilà, la conclusion, c'est comment aider un enfant 10 de la bienveillance, de l'observation, adapter et s'adapter, accompagner et comprendre. Après, il ne faut pas oublier, ça reste des enfants comme n'importe quels enfants, mais ils ont ce petit truc, alors cette expression est devenue très célèbre, un petit truc en plus, mais voilà, ça leur correspond bien.